bonsoir. Donc quand même en petite introduction, quand même pour vous dire, donc avec Michel, on a donc fondé une association qui s'appelle le Laboratoire de la non-violence active. Et voilà, et c'est dans ce cadre en fait qu'on fait cette conférence, et notamment sur le mot actif, où les gens me disaient mais qu'est-ce que ça veut dire non-violence active? Voilà, et quand même à l'origine, donc ce terme laboratoire de la non-violence active a été lancé par Philippe Moelle, qui a écrit un livre qui s'appelle Violence, conscience, non-violence, pour être même le nom de la conférence qu'on va faire. Voilà, et qui explique un petit peu comment se passent les mécanismes de la violence dans la conscience humaine, en fait, dans le psychisme, comment ça se passe là-dedans, et du coup, comment on fait pour avoir des réactions non violentes dans un monde violent où on est conditionné, en fait, par cette violence. Voilà, donc c'est lui qui est à l'initiative de ce laboratoire de la non-violence qui se développe dans plusieurs endroits. Voilà, et donc nous on aime bien cette idée, et avec Michel on milite pour la non-violence active depuis 30 ans. Voilà, donc c'est notre élément quand même si on n'est pas fan, enfin pas fan, c'est pas ça, même si on n'est pas habitué aux conférences, on est quand même habitué à ce thème depuis longtemps. Et donc on a été formé, comme Philippe Moelle qui a écrit ce livre, à la psychologie phénoménologique. Mais qu'est-ce que c'est? Mais quand c'est les gros mots. Voilà, et donc ce qu'on va voir ce soir, c'est une diagonale, une initiation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sur cette conception de la psychologie phénoménologique qui explique que la conscience humaine est active en fait, et qui explique pourquoi nous on parle de non-violence active. Donc c'est pour ça qu'on va faire une partie théorie et puis une partie pratique. Voilà, pour donner un petit peu le cadre de où on va. Et donc pour donner aussi un petit peu de cadre historique à la psychologie phénoménologique, en fait, cette psychologie, elle date de 1800 et des poussières. Elle a été, on va dire, pensée, plutôt découverte par Brentano, qui était un philosophe et psychologue, et qui était le professeur de Freud, et en même temps de Husserl. Ils étaient dans la même classe de ce monsieur, et ils ont appris tous les deux la psychologie à cet endroit-là. Et du coup, à cette époque-là, il y a eu deux courants qui se sont dissociés. Le courant de Freud, qui a été ensuite repris par Jung et tous les autres, qui est la psychologie analytique. Pourquoi je fais comme ça, pourquoi je le fais pas, qu'est-ce qui m'inhibe, etc. Enfin, le pourquoi je me conduis comme je me conduis. Et d'un autre côté, Husserl, et puis ensuite Heidegger, et puis d'autres après eux, ont développé le courant de la phénoménologie. Donc, c'est-à-dire comment fonctionne la conscience, et pas pourquoi elle fonctionne comme elle fonctionne ou comment elle dysfonctionne. D'accord ? Là, c'est comment ça marche quand ça va bien. Voilà. Et donc, tout ce courant-là a été très peu développé, et il est resté dans le champ de la philosophie, en fait, et pas de la psychologie. Bien que vous allez voir, on ne parle pas de philosophie, mais bien de psychologie. Voilà, pour vous donner un petit peu le cadre. Ça va ? Voilà. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que la psychologie phénoménologique, c'est pas du tout nouveau, même si on n'en entend pas parler, en fait. D'accord ? Il y a plein de bouquins sur le sujet, pas forcément facile à lire, mais qui traitent de ça. Voilà. Donc nous, on s'encadre dans ce courant-là, si je puis dire. Voilà, donc par rapport au thème de la violence, l'idée c'est de comprendre qu'en fait la violence c'est quelque chose qu'on va percevoir de l'extérieur ou qu'on va ressentir à l'intérieur de nous. Et donc avant de faire le lien directement avec la violence, l'attitude violente ou l'attitude non violente, on va essayer de voir comment ça marche le psychisme humain. D'accord ? Donc je vais le dessiner au tableau au fur et à mesure que je vous le raconte, histoire qu'on comprenne un petit peu. Voilà. Donc dessiner avec un micro. Donc, en fait, la violence ou pas la violence, mais en tout cas le monde, on va le capter, d'accord, avec nos 5 sens. Donc on a nos fameux sens. Je vais faire un petit carré comme ça.
d'accord? Parce qu'on va être un peu précis. Et donc ici, on a les sens, d'accord? Et puis, une fois qu'on a capté ces informations par l'un de nos 5 sens, ou les 5 sens réunis en même temps, cette information, elle va être projetée à l'intérieur de nous, et elle va aller à 2 endroits, cette information captée. Elle va aller d'une part dans la mémoire, puisque je me rappelle de ce qui s'est passé, je me rappelle avoir entendu tel bruit, je me rappelle les paroles qu'on m'a dites, je me rappelle les odeurs qui sont passées. Donc il y a un enregistrement de ce que je capte, et en même temps, ça va arriver dans notre conscience, c'est-à-dire j'ai conscience de ce que j'entends, j'ai conscience de ce qui se passe, d'accord? Dans cette conscience, il va s'élaborer un tas de choses, et suite à ça, on va donner des réponses dans le monde. Je vais le faire un peu plus gros, celui-ci. Là, je laisse les chiffons. Hop. Merci. Donc je vais donner des réponses de différents types. On va pas trop s'étaler tout de suite, là c'est juste pour comprendre. Mais après, face à une situation, eh bien je vais agir, je vais réagir, je vais interagir avec la situation. Et donc je peux avoir des réponses, on détaillera après, mais dites végétatives, c'est-à-dire qui vont être liées à mon corps. Par exemple, il fait chaud, je transpire, j'ai peur, hop, j'ai de l'adrénaline qui va dans mes muscles, enfin bon, d'accord, toute la partie animale, instinctive va bouger. Je peux donner des réponses motrices, c'est-à-dire que je peux me déplacer, d'accord, si j'ai faim, ben, je vais au frigo, si j'ai peur, je me sauve de la situation, d'accord. Je peux donner des réponses émotives, mais que je suis trop la plus contente et j'éclate de rire, ou je pleure, ou j'ai peur, d'accord. Et puis évidemment, je peux donner des réponses mentales, intellectuelles, et je peux commencer à réfléchir en fait à ce qui se passe, et peut-être donner juste une phrase ou juste voilà, pour faire simple, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les centres de réponse. Donc si on comprend bien, on a des informations qui vont rentrer à l'intérieur de nous via les sens, qui vont aller simultanément dans ma mémoire et simultanément dans la conscience. Ma conscience, elle en fait quelque chose, et évidemment, ça va traverser le système de réponse, et on va avoir une réponse qui va aller dans le monde. Ça va jusque-là? Ça va. Donc là, on est dans la chose de base, on va dire, le fonctionnement. Voilà. Pour faire subtil, on va quand même rajouter des sens supplémentaires, parce que c'est important pour comprendre comment ça se passe, parce que jusque-là, on parlait à l'école des 5 sens. Depuis quelques temps, on parle d'un 6e sens. Je ne sais pas si vous l'avez. Alors, je ne parle pas du 6e sens, on connecte avec je ne sais pas quoi. Hein. Le 3e œil. Oui, non, pas le 3e œil et tout ça. Non, non, non. C'est la kinesthésie. Vous connaissez la kinesthésie? La kinesthésie, c'est ce qui parle voilà, des mouvements, de la position de mon corps. C'est-à-dire que comment je sens que j'ai mon bras levé, comment je sens, par exemple, tout à l'heure, j'allais tomber du truc, bah, c'est grâce à un sens interne qui s'appelle la kinesthésie. D'accord? Donc, je capte aussi le monde depuis l'intérieur de ça, puisque vous voyez, je crois que je tombe, hop, je me déséquilibre. C'est la kinesthésie qui me fait me rappeler. D'accord? Et il y a un autre sens qui est la synesthésie. Et la synesthésie, c'est un petit peu comme le sens du toucher, mais au lieu que ça se touche depuis dehors pour capter le monde, ça se touche à l'intérieur de moi-même pour capter ce que je ressens. Par exemple, si je sens que j'ai faim, si je sens que j'ai envie de faire pipi, si je sens que j'ai mal aux dents, si je sens que j'ai mal à la tête, c'est pas avec ces sens-là que je le sens. D'accord? Je le sens avec des sens intérieurs. Donc on va aussi avoir 5 sens, 2 sens internes. Donc on a 5 sens qui captent le monde, qu'on va appeler les sens externes,
Et on en a deux qui va me permettre de sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi. D'accord? Et qui n'est pas sans conséquence, parce que quand je sens que j'ai peur, que j'ai des boules, que je suis angoissée, que je suis oppressée, eh bien, forcément, ça va impacter sur l'état de ma conscience. Et comment je le sens avec les sens internes. D'accord? Ça va jusque-là? Donc tout ça, ça se passe à l'intérieur de moi, bien évidemment. On va dire que le tableau, là, c'est nous. D'accord? Et tout ça, ça se passe à l'intérieur, même si les stimuli arrivent pour certains de l'extérieur, d'autres vont arriver de l'intérieur. Et alors, qu'est-ce qui pourrait arriver de l'intérieur, par exemple? Je ne bouge pas, je suis là, hop, hop, il pourrait m'arriver des choses. Un souvenir, qui viendrait donc de La mémoire. la mémoire. Donc, il y a aussi la mémoire qui, elle, peut me donner des informations. Pardon? Il y en a qui auraient dit ça. Donc, il m'arrive des choses qui vont arriver depuis l'extérieur, mais il y en a qui m'arrivent aussi depuis l'intérieur. Parce que c'est gravé en mémoire. Des histoires à moi, mais des histoires à d'autres que j'ai lues dans les livres, des choses que j'ai vues aux informations, d'accord? Ça m'est pas arrivé directement à moi, mais ça fait quand même partie de moi puisque c'est dans ma mémoire, d'accord? Et c'est très important parce que c'est aussi là qu'arrive l'apprentissage, c'est-à-dire tout ce que j'ai appris dans ma vie, ben, je l'ai appris et c'est dans ma mémoire, d'accord? C'est dans ma mémoire aussi que j'ai toutes mes choses culturelles, tout mon système de croyances, tout ce que je crois du bien et du mal, du beau et du laid, d'accord? Tout ce qui vient de ma biographie, tout ce qui vient de ma culture, tout ce qui vient de mon histoire, c'est là aussi. Donc ça, cette mémoire, elle n'est pas non plus sans conséquence sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il n'y a pas que le stimuli, d'accord? La conscience, elle va faire des choses avec ce qui vient de dehors, mais aussi avec ce qui vient de dedans. D'accord? De fait, je prends conscience, ou pas, des choses, parce que des fois elles arrivent à ma conscience, je ne sais même pas d'où ça arrive, d'accord? Et c'est là où on va avoir notre petite subtilité. Et puis, face à ça, je vais donner une réponse dans le monde de différents types, voire de types multiples, d'accord? Parce que si quelqu'un manque de m'écraser sur un trottoir, à la fois mon centre végétatif va m'envoyer plein d'adrénaline dans les muscles et des trucs de survie, et mon petit corps, hop, il va bouger, et je vais me dire, oh là là, j'ai peur. Et puis finalement, une fois que je me suis écartée, que je ne suis pas écrasée par la voiture, mon centre intellectuel va dire, mais qu'est-ce que faisait cette voiture sur le trottoir? Je vais crier sale connard. Par exemple, voilà. Je peux aussi le faire. Donc ces centres de réponse, ils peuvent avoir des réponses séparées, mais ils peuvent aussi avoir des réponses complexes, où tous les niveaux agissent. D'accord? Et notamment, dans ce qui nous intéresse, les réponses émotives, puisque généralement, face à la violence, on a énormément d'émotions. Beaucoup plus que de réflexion, vous avez dû le remarquer. Hein, essayer de faire raisonner quelqu'un qui est en colère, on peut toujours essayer, ça ne marche pas. Parce que là, on ne va pas prendre le temps de dire toutes les choses, mais ces fameux centres de réponse, l'énergie, elle fonctionne de bas en haut. Et pour faire tourner la machine, il faut que notre corps soit en bonne santé. Donc il faut avoir bien mangé, bien dormi, etc. pour donner de bonnes réponses, etc. Et cette énergie, elle va monter. Et le dernier servi, ça va être le sens mental. Du coup, quand on est très en colère, par exemple, ou très amoureux, hein, aller faire raisonner quelqu'un d'amoureux, c'est pas mieux. Donc si toute notre émotion, toute notre énergie, elle est prise par ce centre émotif, eh bien, il n'y en a plus assez pour que le mental résonne correctement. Donc là, on ne va pas ensemble détailler tout ça parce qu'il faudrait une conférence entière juste pour les centres de réponse, on ne va pas faire. Parce que nous, ce qu'on veut comprendre, c'est le schéma entier. D'accord? Je voudrais aussi prendre quelques instants sur la conscience elle-même, pour différentes choses. La première chose importante dans la phénoménologie, et c'est ça qui a vraiment fait la différence entre le courant analytique et le courant phénoménologique en psychologie, c'est que dans l'analytique, ils sont partis sur le phénomène de l'inconscient. Il y a un inconscient qui nous ferait faire des choses improbables et dont on ne saurait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Et donc, ce qui n'était pas le discours de M. Brentano, qui donc a enseigné à Freud et ses suivants, d'accord? Et donc, il y a un autre courant où on ne parle pas d'inconscient, où il n'y a pas d'inconscient. Il y a des phénomènes qui se passent, et on est en train de parler de tout un tas de phénomènes qui vont se passer dans nous, dont on a conscience ou dont on n'a pas conscience. Mais le fait qu'on n'en ait pas conscience, ça ne veut pas dire que pour autant ce soit inconscient.
Ça veut juste dire qu'on n'a pas pris conscience. Je donne un exemple tout bête primaire sur ce thème de l'inconscient. Par exemple, je sais pas, moi je veux me marier, et puis je cherche, et puis je trouve des rencontres des hommes, et puis je sais pas quoi, ça marche jamais, nanani nanana. Bref, je vais voir un psychologue, et il m'aide à comprendre. Et qu'est-ce que je comprends? Que je retrouve toujours les mêmes mecs que mon père. Oh, diantre, mais je répète le schéma familial. Du coup, je prends conscience et je décide de faire autrement. D'accord? Jusqu'à ce que je décide de faire autrement, on pourrait dire, oh là là, c'est mon inconscient. Mais si c'était vraiment de l'inconscient, je ne pourrais pas en prendre conscience. Donc finalement, à partir du moment où j'ai commencé à détecter certaines choses, j'en prends conscience. D'accord? Donc en réalité, il se passe un tas de choses chez nous. C'est pas que ce soit inconscient, c'est que juste on n'en a pas suffisamment conscience pour pouvoir voir que ça nous influe, en fait. Mais si on réfléchit, si on médite, si on va voir des psys, si on fait du développement personnel, il y a un tas de choses qui sont soi-disant inconscientes et qui nous dirigent, dont on peut prendre conscience, et on va pouvoir avoir notre propre intention sur nos actes au lieu d'être dirigé par ces choses dont on n'a pas conscience. Et où seraient donc-elles ces choses dont on n'a pas conscience? Elles seraient dans la mémoire. Voilà, elles sont cachées dans la mémoire. Et heureusement qu'il y a plein de choses dont on n'a pas conscience dans la mémoire, parce que sinon ça serait compliqué la vie. Si on devait tous les jours réapprendre à lire, à écrire, à marcher, à compter, à chanter, à jouer du piano, on n'en finirait pas de réapprendre. Donc ici il y a plein de choses qui sont emmagasinées, et c'est heureux, qui nous font gagner beaucoup d'énergie, puisque la mémoire, elle nous le redistribue automatiquement sans qu'on ait à aller le chercher. D'accord ? Donc de temps en temps, elle nous envoie des choses qu'on n'a pas demandé, et puis de temps en temps, on peut aussi s'en servir, nous, pour aller chercher des souvenirs intentionnellement. On vous donnera un petit schéma à la fin du truc, bien fait, sans les fautes d'orthographe, sans les gribouillis, c'est prévu. Et avec les différents niveaux de processus. Donc cette conscience, pareil, on ne va pas passer la soirée là parce qu'il faudrait aussi une conférence entière, voire plus, sur le thème de la conscience. Mais cette conscience... Ah oui, là ça fait 2 conférences. Pour plus tard. Donc notre fameuse... et sur la mémoire, il en faudrait une, et sur l'essence, n'en parlons pas. Surtout que maintenant on en a 7. Donc la conscience, on ne va pas chipoter beaucoup non plus, mais on va quand même prendre conscience, c'est le cas de le dire, que cette conscience, elle peut être soit à l'état de veille, comme on est là, d'accord, soit elle peut être à l'état de demi-sommeil, ce qui va bientôt vous arriver si je vous ennuie. Vous n'êtes pas encore en train de dormir, mais bon, ça pourrait bien commencer. Et puis, évidemment, il y a l'état de sommeil à proprement parler. Donc, tous ces états-là, on pourrait aussi expliquer comment ils fonctionnent, puisqu'il y a plusieurs niveaux de demi-sommeil, plusieurs niveaux de sommeil et aussi plusieurs niveaux de veille. Ça, c'est pas bien compliqué, hein, les différents niveaux de veille, vous en avez tous l'expérience. Il y a, pour ceux qui ne sont pas du matin, par exemple, je me lève le matin, hop, je suis hors de mon lit, on peut dire que je suis réveillée. Hein, on pourrait dire que je suis dans la veille. Mais non, pas avant que j'ai pris mon café, me parle pas. Bon, là, on a une veille encore un peu basse, vous voyez, avant le café. Puis après le café, on a un autre état de veille. Et puis il y a même des jours où on est plus réveillé que d'autres. Parce qu'il y a des jours, là, remplir la feuille d'impôt et les papiers d'URSSAF, autant dire que c'est pas possible. Mais il y a des jours, ça va un peu mieux. Et puis là, ce jour-là, on a de la force mentale, hein, le fameux, pour attaquer ces choses pénibles ou dans lesquelles il faut mettre vraiment la tête et il faut être concentré, ou préparer des cours, ou lire un livre un peu compliqué, ou des articles compliqués, etc. Donc même dans la veille, vous voyez, il y a différentes façons d'être réveillé, et pareil pour le demi-sommeil, et pareil pour le sommeil. Donc on ne va pas s'étaler non plus, mais cette conscience, il faut comprendre que cette conscience, elle ne fonctionne pas de la même manière, selon que je suis dans un état ou dans un autre. D'accord? Donc évidemment que l'influence de ce qui va m'arriver de dehors, ou l'influence de ce qui va m'arriver de dedans, selon que je suis bien réveillée, ou que je suis encore dans les vapes, ou que je suis déjà en train de me rendormir, que c'est trop tard le soir, d'accord? Eh bien, évidemment, on ne va pas en faire la même interprétation, on ne va pas les comprendre de la même manière, et du coup, on ne va pas donner le même type de réponse. Ça va jusque-là? Donc, jusqu'ici, on peut dire que on fonctionne par action-réaction. D'accord?
Et donc si on est très primaire, on va dire que ce schéma du psychisme, en fait, tel qu'on l'a là, tel qu'on l'a dessiné là, c'est le même que celui des animaux. Pour l'instant, les chiens, les chats, les écureuils, tout ça, ben, ils fonctionnent de la même manière. Alors après, c'est vrai que le centre de réponse mentale est plus ou moins élaboré chez les animaux, il faut le dire. Mais malgré tout, il y en a quand même. Il y a un écureuil qui m'a fait cette conne. Ah bah voilà. Bah celui-là, il devait être bien réveillé. Non, pardon, peut-être pas assez réveillé. Bref, toujours est-il que, en tout cas, là, on est vraiment dans j'ai un stimuli, ça se rentre à l'intérieur de moi et je vais donner une réponse. Et si mes réponses sont uniquement en réaction, eh bien c'est la même chose que le chien qui a peur et qui aboie, ou le chien qui a l'habitude que sa gamelle elle est au bon endroit à cet endroit-là, donc je vais manger là, etc. D'accord? On est vraiment dans quelque chose de primaire. Sauf que nous, en tant qu'être humain, on n'est pas si primaire que ça. On a un autre élément qui n'est pas dessiné là, qui est ce qu'on appelle la réversibilité. C'est-à-dire que je vais pouvoir, moi, faire des choses avec mon psychisme. Alors j'appelle psychisme l'ensemble de ça. Très souvent on dit conscience vulgairement en supposant que dans la conscience il y a tout ça, mais en réalité la conscience c'est un mode de fonctionnement de ce psychisme. D'ailleurs, avant de dessiner, cette partie-là de conscience, c'est aussi celle qui est dans ce qu'en phénoménologie on appelle l'espace de représentation mentale. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un endroit où, yeux ouverts ou yeux fermés, il se passe des images. D'accord? Quand vous voyez les choses, là vous voyez où? Vous le voyez dans votre tête. Vous savez que c'est dehors, bien évidemment, mais vous le voyez dans votre tête. Vous pourriez fermer les yeux et continuer à me voir. Vous pourriez même imaginer, yeux ouverts ou yeux fermés, dans cet espace de représentation mentale, vous pourriez même m'imaginer habillé tout en orange, tout en bleu, tout en vert, chauve. Bref. Donc, dans cet espace de représentation, ce n'est pas qu'un endroit de photographie, comme on le pense souvent dans certaines psychologies un peu ingénues, où on croit que sur cet écran, il y a des choses que l'on voit ou qu'on se souvient, avec plus ou moins des exactitudes. Mais c'est beaucoup plus que ça, en fait. C'est pas qu'il y a plus ou moins d'exactitudes, c'est que cette conscience, et c'est là où on en arrive au cœur du sujet, elle est active. Et elle va faire des choses dans cet espace, d'accord ? Donc dans cet espace où on peut représenter les choses, on va pouvoir mettre la conscience en activité et pas qu'en réaction. Hein, pas que comme quand je suis à moitié non, m'embête pas. D'accord? Là, on n'a pas beaucoup de réversibilité et les choses, elles nous arrivent telles quelles. Mais grâce à cet endroit où on peut imaginer des choses, parce que c'est aussi dans cet endroit-là qu'on produit l'imagination. Si vous voulez créer quelque chose, écrire un livre, faire un dessin, inventer une nouvelle recette, ça va être dans cet endroit-là. Et cet endroit est rempli d'images. Alors quand je vais dire le mot image, on est bien d'accord qu'on parle d'images, c'est au sens large du terme, puisqu'il y a des images gustatives, il y a des images auditives, il y a des images... Donc on dit le mot image parce que beaucoup de gens sont visuels et qu'on parle d'espace de représentation mentale, mais il est bien évident que cet espace, même si vous étiez aveugle, fonctionne de la même manière, puisqu'il fait partie du fonctionnement propre de la conscience. D'accord? Et donc cette conscience, elle a aussi sa propre intention, qui est votre intention à vous. Alors, quand je dis elle, hein, mais elle a une intention à vous. Par exemple, cette conscience, elle va pouvoir aussi, si je veux, que j'en ai conscience ou que j'en ai pas conscience, elle va pouvoir diriger mes sens, internes et externes. C'est-à-dire que je peux aussi regarder intentionnellement, c'est-à-dire je vois ce qui se passe, d'accord, là je vous vois tous, mais je peux regarder intentionnellement chacun de vous, d'accord. Donc si je vois, mes yeux ils sont fabriqués pour voir, je vous vois, d'accord, mais si je regarde, d'accord, là il y a une intention de ma part de regarder quelque chose de précis. Je peux entendre les bruits de la rue, on les entend tous d'ailleurs, parce que nos oreilles ils font tous attention à un minimum d'instinct de survie, de faire attention à ce qui se passe, parce que s'il y avait un gros bruit qui nous mettrait en danger, hop, tout le monde le capterait immédiatement, parce que la conscience se mettrait en alerte grâce à l'attention des sens. Mais je peux aussi faire un effort avec mon audition et me dire, bon, là, pendant 3 minutes, j'écoute que les bruits de la rue, ou que les bruits de la cuisine, d'accord? C'est-à-dire que je peux
intentionnellement mettre mes sens en activité dans un sens ou dans un autre. D'accord? Ou des fois on se dit, on a mal à la tête, tout ça, et puis tout d'un coup on se dit, ah tiens, en fait j'ai plus mal à la tête. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de chercher si on a mal à la tête, avec nos sens internes là, synesthésiques. Ah oui, tiens, je cherche, mais non, j'ai plus mal à la tête. D'accord? Donc, on va pouvoir avoir ce retour et utiliser ces sens, non pas comme quelque chose qui s'impose à nous, mais quelque chose sur lesquels on choisit d'agir et avec lesquels on choisit d'écouter, on va dire, le monde. D'accord? Pareil avec ma mémoire. C'est-à-dire qu'avec ma mémoire, je peux subir les conséquences de toutes les informations qu'elle m'envoie, comme c'est le cas là, parce qu'elle m'explique, elle me renvoie tout ce que j'ai appris du français, tout ce que j'ai appris d'écrire, tout ce que j'ai appris de la phénoménologie. D'accord? J'ai pas besoin de faire d'efforts, ça me le renvoie parce que j'en ai besoin, ça me le renvoie tout de suite. Mais je pourrais aussi avoir de la réversibilité et aller chercher dans ma mémoire un certain type de choses ou un certain type d'informations. D'accord? Donc là, moi, je peux ne plus être dans l'acte réflexe, mais dans un acte intentionnel. Et de même, avec tout ça, je peux donc faire dans ma conscience un petit schmilblick avec toutes ces informations que j'aurais été chercher. Et là, je vais pouvoir donner un autre type de réponse. Si on garde notre thème de la violence, par exemple, j'aurais reçu par les traits rouges des informations violentes. Et du coup, je pourrais tout d'un coup avoir une réponse non violente parce que j'aurais fait quelque chose avec ma conscience. Parce que dans cet espace de représentation, soit je le subis, soit je l'oriente. En sachant que comme cette conscience est active, elle est toujours orientée vers quelque chose, même si on n'en a pas conscience. Je vous donne 2-3 exemples qui vous sont peut-être arrivés. Enfin, en tout cas, moi, ils me sont arrivés. Par exemple, je déménage souvent, moi. Et bien, quand je déménage, comme tout le monde, j'ai besoin de cartons. Et bien, je me promène dans la rue, je vois des cartons partout, je vois les gens qui ont laissé traîner des cartons, je vois des cartons vides. Est-ce qu'il n'y en a plus dans la rue d'habitude? Bah si, il y en a, mais je ne les vois plus. Ou quand j'étais enceinte, je voyais des femmes enceintes partout. Est-ce que depuis 17 ans, le monde a cessé de se reproduire? Non, je ne pense pas. Mais les femmes enceintes, je ne les vois plus. Parce que ma conscience, elle était dans un univers mental qui était la grossesse ou qui est le déménagement. Et du coup, même si je ne m'en rends pas compte, cette conscience, elle oriente mes sens. Et notamment, là, sur ce coup-là, les yeux. Et je vois dans le monde un tas de choses qui me concernent. Ou quand vous avez acheté votre voiture, pour ceux qui ont des voitures, vous achetez votre voiture, et bien la marque, voire la couleur de votre voiture, vous la voyez partout. Vous dites, mais tout le monde en a ou quoi? Et puis ça passe. D'accord? Mais parce que vous êtes plus, votre conscience n'est plus en thème voiture. Donc, cette conscience, elle est donc active tout le temps en fait. Elle n'est pas active que quand j'en ai conscience. Elle est tout le temps en train justement de ne pas être mécanique, et elle ne regarde pas, elle n'écoute pas le monde, simplement passivement, parce que mes sens, ils sont fabriqués pour ça. J'oriente mes oreilles, j'oriente mes yeux. J'oriente aussi l'odorat, le toucher, etc. D'accord? Pour ceux qui ont fait des régimes, par exemple, genre moi, quand j'en peux plus du sucre, parce que je me drogue souvent au sucre, et que j'essaye de me désintoxiquer du sucre, le moindre bout de pain que je mange, je le sens le sucre dedans. Alors que d'habitude, quand je mange du pain, je ne sens pas de sucre. D'accord? Mais là, ma conscience, elle cherche du sucre partout, vite, vite, vite. Et donc, tous les sens, en fait, sont toujours orientés par notre conscience qui est en activité, avec ce que, dans la phénoménologie, on appelle la direction mentale. D'accord? Si je suis en train de chercher un couple, eh ben, je vais voir plein de gens potentiels dans la rue. Une fois que je suis en couple, je ne les vois plus, je ne cherche plus. D'accord? Mais alors par contre, je vais voir les femmes enceintes. Ou entre-temps, comme je veux déménager, je vais voir les cartons, parce qu'il me faut une chambre de plus avant. Hein. Donc en fait, ma conscience, elle est tout le temps en train de se diriger vers ce qu'on appelle cette direction mentale, dans laquelle, qui est une fréquence en fait mentale dans laquelle je suis dans un certain moment. D'accord? Donc, on a donc un circuit comme ça qui va pouvoir s'orienter depuis cette conscience, en fait, qui est active. D'accord? Du coup, quand on est là avec notre phénomène des stimuli violents, les stimuli violents, ils peuvent me venir du monde, parce que je me suis fait agresser par des gens chez moi. Alors quand je dis agresser, hein, c'est pas forcément une femme battue. Hein. Une agression, c'est...
Mais en tout cas, les agressions, ça peut être des petites violences psychologiques, ça peut être des oublis, ça peut être de l'indifférence. D'accord? Donc, moi, je vais appeler violence ou souffrance toutes ces petites choses. Il n'y a pas besoin que quelqu'un nous plante un couteau dans le dos pour être en train de souffrir de quelque chose. D'accord? On a oublié votre anniversaire, et c'est important pour vous les anniversaires. On a demandé un service, l'autre l'a oublié. Il nous parle mal parce qu'il est énervé. On s'agresse. Voilà. Donc, mettons que ces violences, hein, pour généraliser le terme à toutes ces petites choses quotidiennes et aux grosses, elles peuvent nous arriver donc de ce monde, mais elles peuvent aussi m'arriver de ma mémoire. Par exemple, je n'habite pas Noisy-le-Sec, et je crois tout ce qu'on me dit à la télé que les banlieues, et surtout le 9-3, c'est terrible. Donc, je marche sur le trottoir, mais je suis morte de peur. Il n'y a personne, Noisy. Mais si ma mémoire, elle me rappelle tout ce que m'a dit les informations, est-ce que j'ai lu des agressions et des gens que personne n'aide, qui se font agresser dans la rue, que personne n'aide? Parce qu'on ne raconte pas ceux qui se font aider, on nous raconte que ceux qui ne se font pas aider. Il y a quand même plein de gens qui sont aidés. Et donc, ma mémoire, elle va m'envoyer de la violence alors que je suis juste en train de me promener sur un trottoir de Noisy-le-Sec sur lequel il n'y a pas un chat. Mais moi, j'ai quand même peur. Parce que la violence, elle est déjà rentrée dans moi, que je le veuille ou non. D'accord? Et c'est pareil si je suis à la maison et que j'ai demandé à ma fille, mettons, de vider le lave-vaisselle, exemple pris au hasard, et que je me dis déjà, de toute façon, elle ne va jamais le faire parce qu'à chaque fois que je lui demande, il faut que je lui demande 3 fois. Je suis déjà, avec ma mémoire, en train de me sentir agressée par ma fille alors qu'elle n'a pas encore ni vidé ni pas vidé ce lave-vaisselle. D'accord? De ce fait, tout ça va fonctionner avec une quantité potentielle de violence qui va être énorme en fait, puisqu'elle peut venir aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Donc nous, quand on parle de non-violence active, c'est-à-dire que je vais comprendre que ça se passe et que je vais utiliser les flèches vertes, c'est-à-dire les flèches de réversibilité, pour aller faire autre chose. C'est-à-dire que dans les faits, si je suis sur mon trottoir, en train de croire que je vais me faire agresser, dans les faits, si je fais un effort de réversibilité et que je regarde avec mes sens, mes oreilles, mes yeux, et que je vois qu'il n'y a personne, je peux pas me faire agresser là où il n'y a personne. Hein. Donc je vais commencer à raisonner autrement. Et si je vois qu'il n'y a personne et que je me dis, ah là, Isabelle, t'es encore prise par les informations, t'es complètement parano, nanani nanana. Ou j'ai une copine qui s'est fait agresser quand elle était petite et je me dis, bon, ça va, t'as plus de 12 ans comme ta copine qui s'est fait agresser, je sais pas quoi. Je vais pouvoir utiliser ces informations qui me viennent par mes sens et par ma mémoire. Je vais pouvoir, dans ma conscience active, décider de regarder les faits tels qu'ils sont, de mesurer ce qui est de la part de ma mémoire pour pouvoir donner une réponse. Et donc, au lieu de vite appeler un taxi ou de me sauver en courant jusqu'à un bus, je vais marcher tranquillement jusqu'à chez mon ami pour aller dans le 93 à Noisy-le-Sec, parce qu'elle habite pas loin. D'accord? Donc, je vais pouvoir donner des réponses qui vont être non violentes envers moi-même ou, pareil, envers les autres. D'accord? Donc, sur cette partie de l'acte de non-violent, ça va être aussi pareil. Je vais pouvoir aussi étudier les différentes situations qui m'arrivent pour pouvoir donner des réponses qui ne vont pas être des réactions comme le chien on me mord paf, hein, ce qu'on a tous fait pour ceux qui ont des enfants ou qui en auront bientôt, qui vont être à l'adolescence. À l'adolescence, si on est en action-réaction à chaque fois que les ados nous agressent, ça va être la guerre civile à la maison. Ça va pas marcher. Donc il va bien falloir que malgré qu'on m'envoie des stimuli violents ou que je considère comme violents, parce que comme j'ai été élevé à une autre époque, il y a des mots qui à mon époque étaient considérés comme violents, qui ne sont plus aujourd'hui, mais moi j'ai pas réactualisé, donc je les considère comme de la violence, hop, je vais réagir violemment avec mes proches. Mais en fait non, j'ai un espace, dans cet espace de représentation mentale, où je peux être moi avec ma conscience, essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et donner un autre type de réponse. Du coup, si on en revient à ce que nous on appelle non-violence active, c'est parce que finalement, la non-violence, ça va être une intention personnelle de me mettre dans une fréquence, de faire attention à qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je capte, pour de vrai, qu'est-ce qui se passe dans ma mémoire, avec ma mémoire, qu'est-ce qu'elle me renvoie comme information, et moi, quel type de réponse je donne. Ce qui ne veut pas dire que les réponses de survie sont pas les bonnes. Bien sûr que quand on est agressé en état de survie ou que c'est l'instinct de survie qui prend l'affaire, tout ça ne passe pas dans toute cette moulinette. L'instinct de survie, comme son nom l'indique, c'est instinctif. D'accord? Mais on n'est pas en permanence en instinct de survie, c'est pas vrai. Il y a plein d'autres moments où il se passe d'autres choses. Et du coup,
avant de donner des réponses violentes, comment je vais faire pour pouvoir donner des réponses non violentes? Eh bien, je vais utiliser la compréhension de tout ça et je vais essayer d'élaborer d'autres types de réponses. Des fois, je vais y arriver, des fois, je ne vais pas y arriver. Mais si je mets mon intention, ma conscience active dans cette direction-là, ça va être possible. Et c'est pour ça que le laboratoire s'appelle laboratoire de la non-violence active, parce qu'en fait, la non-violence, elle commence pas... déjà, elle est active parce qu'elle est visible à partir d'ici, d'accord? Mais en réalité, c'est déjà toute une intention intérieure d'être dans une certaine disposition. Et que plus on pratique, plus ça avance. Ça ne veut pas dire qu'on est moins agressé que les autres. Ça veut dire qu'on va regarder les choses autrement, on va les structurer autrement et on va donner un autre type de réponse. Ça se comprend? Est-ce que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous raconter? Je crois que oui. J'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Si on a oublié, on y reviendra. Oui, si on a oublié, on y reviendra. Voilà, donc je vais quand même le noter, ma petite conscience active, parce que... si, je vais quand même juste dire une petite chose sur cette fameuse conscience active et ce fameux espace de représentation. Quand même, quand on parle d'image, quand j'ai une image de quelque chose, en fait, c'est cette image qui me tire. C'est-à-dire, si je veux me marier et que je veux absolument rencontrer quelqu'un ou quelqu'une, eh bien, cette image-là, elle produit un tas d'actions parce que c'est ces images-là qui me mobilisent, en fait. D'accord? Et plus l'image, elle va être chargée d'émotions, plus, d'accord, que ce soit visuel, kinesthésique, synesthésique, etc., plus elle va être chargée d'émotions et plus elle va me déplacer, en fait. C'est pour ça que la violence, elle prend souvent le pas sur la non-violence, parce que la violence est très chargée en émotions. Alors que la non-violence, on est au bord du concept, c'est pas très chargé. D'accord? Mais c'est la charge affective qui sont sur les images qui me produisent une direction. Supposons que je dois aller chercher du pain et que c'est à 2 stations de bus. La station de bus et que je suis un peu fatiguée, ou 4 stations de bus, je me dis je vais pas y aller. Par contre, si c'est un rendez-vous amoureux qui est au bout des 4 stations de bus, autant vous dire que c'est rien du tout les stations de bus. Fatigué ou pas fatigué, je vais le faire. Parce que l'image de l'amoureux est beaucoup plus chargée émotivement que l'image d'aller chercher le pain. D'accord? Donc en réalité, ce qui va nous importer aussi, et c'est à ça qu'on travaille dans les ateliers du laboratoire de la non-violence, parce qu'on fait des ateliers tous les mois avec ceux que ça intéresse, pour travailler justement sur quels sont les outils, parce que là on n'a pas parlé des outils, hein, là on parle juste du mécanisme. Mais ici, là, et ici, là, il y a plein de choses à faire en fait, dont on n'a pas le temps de parler ici, mais il y a plein de techniques, d'outils, d'apprentissage qui vont se mettre en place pour pouvoir faire ces réponses non violentes. Mais si mon désir de ça n'est pas assez chargé, eh bien ça va pas se produire en fait. Donc c'est vraiment pour ça qu'on parle de cette conscience active, c'est parce qu'elle doit avoir une charge qui va nous mettre en direction, en activité, dans une direction plus que dans une autre. D'accord? Parce que les images, elles sont porteuses de charge. Et si j'élabore des images chargées, c'est ce que font les gens quand ils font un projet professionnel. Tant que le projet n'est pas très clair dans leur tête, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, quand quelqu'un a son projet bien clair, paf, il se met en marche et il fait de l'activité. Parce que son image, son projet a de la charge. Voilà, je voulais rajouter cette chose de la charge des images parce que c'est très important pour comprendre en fait pourquoi on fait ce qu'on fait. Et les charges des images, elles sont liées beaucoup aux croyances et aux... comment dire, tout ce qu'on croit des choses et tout ce qu'on a appris des choses, tout ce qui est bien, mal, beau, laid, ça se fait pas, mais ça c'est bien, mais ça c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on va dire, etc. Tout ça, ça a beaucoup de charges. Et tout ça, c'est dans la mémoire. Et du coup, toutes ces charges, elles guident notre comportement.